comme je suis bête et disciplinée, j'étais plutôt partie dans l'idée de répondre à la question comment les associations peuvent contribuer à faire avancer le droit des malades et quelles sont leurs missions. Mais je vais peut-être dire deux mots effectivement de la recherche que l'on a faite et pourquoi, je dirais en introduction. Ça fait très longtemps, depuis 1978 en fait, que je travaille sur la question des associations et du bénévolat, puisque je m'étais lancée dans un doctorat d'État sur cette question. Et j'ai travaillé sur différents secteurs, aussi bien le mal logement que la lutte contre l'illettrisme, le bénévolat dans la culture. Enfin, quand il y a 13 millions de bénévoles en France, ça veut dire qu'il y a énormément de champs de défrichage pour les sociologues. Malheureusement, d'ailleurs, on est très peu de sociologues à s'intéresser à la question des associations et à la question des bénévoles. Et puis, il y a quelques années, d'ailleurs au hasard d'une conférence où j'avais été invitée à Alès, j'ai rencontré des personnes qui étaient des bénévoles dans le champ du cancer. Et je me suis dit, mais finalement, c'est quand même un champ qu'il faut investiguer. J'avais fait quelques articles un peu méchants, d'ailleurs, dans certaines revues, sur le peu de cas qu'on faisait des malades. J'avais fait un jour un article qui s'appelait « Il ne faut pas traiter les malades comme des choses ». J'ai travaillé avec Kouchner et avec d'autres personnes. Et de ce fait-là, j'étais déjà quand même un peu sensibilisée à la question de la santé. Donc, on a proposé un projet à la Ligue et à l'INCa pour avoir un financement, pour interroger des bénévoles dans le champ de la lutte contre le cancer. Finalement, on a travaillé d'ailleurs qu'avec le financement de la Ligue. Pour des raisons un peu compliquées, on s'est séparés, et voilà. Et donc j'ai travaillé finalement avec assez peu de moyens, relativement à l'importance, je dirais, du matériel qu'on a récolté. Et alors, ce qui a été extrêmement intéressant au niveau théorique pour moi, c'est que j'ai trouvé pour la première fois vraiment un secteur où les bénévoles sont concernés par l'objet de leur bénévolat. C'est-à-dire que quand vous vous occupez de personnes qui sont sans domicile fixe, en général, vous êtes bien logé. Si vous aidez des personnes qui ne savent pas lire, vous savez lire. Alors que là, en l'occurrence, il y avait si vous voulez, il y avait un partage de problèmes entre les bénévoles et les personnes qu'ils aidaient. Alors j'ai retrouvé aussi une problématique qui m'est chère depuis longtemps, qui est celle de ce qu'on appelle le mot self-help, entraide. C'est difficile de traduire le mot self-help, c'est-à-dire effectivement des groupes de personnes qui sont regroupées autour d'un problème qui les concerne tous. Alors qui donne, qui reçoit, c'est là la question. Donc d'ailleurs on n'avait pas fait l'hypothèse au départ que dans le champ des associations en lutte contre le cancer, on trouverait tant de personnes qui ont été des malades. Alors vous, ça vous semble, nous les sociologues, on regarde les choses de l'extérieur et on essaye de dire des choses qui peuvent être évidentes, mais quelquefois qui ne sont pas forcément évidentes pour les personnes qui sont dans ce champ-là. Mais pour nous, ça a été quand même une découverte, et je pense aussi pour des personnes qui étaient dans ce champ, de voir que la plupart, enfin qu'une très grande partie des personnes qui travaillent dans ces associations ont été concernées par le cancer. Je dirais même plus, mais ça regarde que nous, évidemment, je ne donnerai pas des noms, c'est que beaucoup de salariés qui travaillent dans des associations ou dans des institutions, eux-mêmes ont été touchés par la question du cancer. Donc effectivement, c'est un milieu qui est très particulier. Il se trouve qu'il y a fort longtemps, dans les années 86-87, j'avais travaillé, puisque c'est un collègue, avec Daniel Defer et puis avec Aide, et qu'à ce moment-là, Aide était composé, était, je dirais, agi par des personnes qui étaient atteintes par le VIH ou qui avaient des proches qui avaient été atteints ou qui étaient atteints par le VIH. Et j'avais beaucoup critiqué ça en disant ça pose un problème parce que ça fait un manque de distance. Et il y avait eu des discussions et je crois d'ailleurs qu'il y avait eu un petit peu des débats et des changements qui s'étaient faits au sein de cette association parce que c'est vrai que par exemple si moi-même qui n'ai pas le VIH pour vous avouer les choses et j'ai évidemment connu des gens, je connais des personnes qui sont atteintes, mais je veux dire si je m'étais proposée à cette époque-là pour aider Daniel Defer, ça n'aurait pas été possible. Donc effectivement, alors je pense que dans la plupart des associations que vous représentez, dans d'autres associations, je sais pas, j'ai rencontré les Amazones en Grèce ou beaucoup d'associations américaines ou canadiennes, la plupart acceptent quand même des personnes qui ne sont pas touchées par le cancer. Mais globalement, ce sont surtout des personnes qui sont touchées. Voilà, alors on peut réfléchir quels sont les avantages, quels sont les effets.
ce que les sociologues, ce que Jolin en particulier, appellent l'entre-soi. Et on travaille entre soi. Et je pense qu'il y a besoin de temps en temps de mettre un peu de distance. Et c'est bien aussi que les associations dans le champ de la santé rencontrent d'autres associations dans d'autres champs ou que vous vous rencontriez entre vous. Voilà. Donc, dans mon livre, on pourra maintenant, on avance. Hein, on continue. Un certain nombre de mes collègues travaillent maintenant plus spécialement sur l'Île-de-France. Ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'il y a une foule d'associations. Il y a je dirais que c'est probablement un des lieux où il y a une dispersion aussi grande, enfin une dispersion, c'est-à-dire que finalement on s'aperçoit qu'il y a des associations autour de maladies très spécifiques. Et ce qui est intéressant dans le cas de collectifs, et il n'y a pas que le collectif K, je peux parler d'expériences étrangères, c'est effectivement quand on s'aperçoit que c'est très bien de travailler sur un champ très 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 étroit, je ne sais pas, le cancer de la prostate ou enfin étroit, mais que c'est bien aussi d'élargir un petit peu parce que les problématiques sont quand même communes et qu'au niveau politique, c'est souvent important d'être quand même une force collective. Voilà. Alors, le premier point que je vais aborder rapidement 4 points. Le premier, c'est le peu de visibilité des associations. Parce que là, on est entre nous et vous avez l'impression que les bénévoles sont connus, que les associations sont connues. En fait, j'ai eu l'occasion, en discutant avec différents malades, différents personnels soignants et surtout différents patients, de voir des patients qui n'avaient jamais rencontré un bénévole. Et hier, au dîner, on en parlait. De voir des médecins qui se demandaient effectivement à quoi servent les bénévoles et qui sont ces associations. C'est-à-dire que bien que vous soyez nombreux et bien qu'il y ait 13 millions de bénévoles en France et 1 million d'associations, on sait que c'est quand même un lieu relativement invisible. Et interrogez autour de vous des personnes non averties et qui sont honnêtes, qui ne vous disent pas oui je connais, non, vous apercevrez que c'est quand même... Donc je pense qu'il faut continuer à essayer de se faire connaître. J'avais été interrogée à propos de ce livre-là par Madame Carrère d'Ancos sur la télévision, et elle m'avait dit mais qu'est-ce que pensent les médecins des bénévoles? Et je leur ai dit ils ne pensent pas parce que beaucoup ne les connaissent pas. Et interroger 10 médecins, il y en aura un qui les connaîtra. Voilà. Et ça, je crois que c'est un problème. Ça veut dire qu'il faut continuer à faire parler et en parler. En fait, le peu de visibilité de ce monde, c'est que les bénévoles, et ça je le montre dans ce livre et puis dans d'autres, c'est vraiment un monde très très étrange dans notre monde actuel. C'est une autre culture, d'autres normes, d'autres valeurs. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est un monde qui est quand même dominé par le capitalisme, le monde marchand, etc. Et les bénévoles, c'est quand même des personnes étranges puisqu'ils font un certain nombre enfin, ils donnent du temps sans rémunération. Ça vous semble normal, entre guillemets, parce que c'est votre mode de vie, mais quand vous rentrez dans une association où il y a des salariés, vous apercevez que pour eux, les bénévoles aussi sont des personnes étranges. Donc le monde du bénévolat est un monde qui est tout à fait autre. C'est une autre culture. Et je pense que ça explique un petit peu de cette invisibilité. Mais une autre explication de cette invisibilité, c'est qu'il y a une espèce de soupçon ou d'un stigmate qui est quelquefois porté sur les bénévoles. Un stigmate qui remonte à une partie des origines du bénévolat, origine du côté de la charité, du côté des églises, du côté du paternalisme aussi. Et puis, alors qu'on oublie souvent que les bénévoles sont, je dirais, en grande partie des militants. C'est-à-dire qu'ils sont là dans une optique de changer la situation, de changer le droit des malades, par exemple. Et de ce fait-là, effectivement, on s'aperçoit qu'on voit mal ce côté, enfin, souvent, on voit mal le profil militant des bénévoles. Or, j'ai rencontré beaucoup de bénévoles dans ma vie,
Et beaucoup de bénévoles sont des personnes qui sont là, pas seulement parce que c'est un lieu de sociabilité, parce qu'ils vont rencontrer d'autres personnes, parce qu'ils veulent changer un problème personnel, mais aussi parce qu'ils veulent changer véritablement la situation de la société. Donc il y a beaucoup de militants parmi les bénévoles, et que cette question militante, et c'était intéressant ce que disait monsieur le maire, il disait souvent on a un peu peur des collectifs. C'est vrai que les militants peuvent faire peur. C'est peut-être aussi pour ça qu'on cache un petit peu les bénévoles. Mais enfin, on réfléchira peut-être tous ensemble à cette question de l'invisibilité. Alors, le deuxième point que je voudrais aborder, c'est effectivement le rôle des associations. Il y a là une personne de la HAS. En fait, c'est Durkheim qui l'avait écrit. Durkheim est notre grand sociologue français, le premier grand sociologue français. Entre l'État et les individus, il y a les associations. Ça va, vous entendez? Les associations sont, et on le voit aussi quand le maire nous dit qu'il va donner des missions à des associations, l'État ne peut pas gouverner, je dirais, directement, et les citoyens ne peuvent pas agir directement. Les associations sont le lieu, finalement, d'organisation de la citoyenneté. Alors, les associations sont des relais, sont des médiations, et sont des médiations aussi avec le public. C'est-à-dire que vous avez je sais pas, c'est un triangle ou je manque d'un... Vous avez l'État, vous avez les structures publiques. Non, j'ai pas de... C'est pas... Vous pouvez pousser un petit peu pour le On m'en veut avec le bruit et les... Enfin, il faut remercier l'Office du tourisme de nous accueillir. Bon travail excellent. Non, je voudrais faire le prof là. Donc, vous avez l'État avec un certain nombre de structures. Alors, les structures politiques, publiques, et les structures privées. Et puis, vous avez le niveau des associations et le niveau des petites associations, et ensuite le niveau des bénévoles, je dirais, et des proches aidants. Et puis le public, c'est-à-dire les personnes qui ont besoin des aides des bénévoles dans les petites et les grandes associations, quelquefois, je dirais, missionnées par des structures politiques, par exemple les collectivités locales ici. Donc voilà. Donc on voit bien que les associations, c'est la structure intermédiaire entre le public et l'État, et les bénévoles ont leur rôle extrêmement important de médiation. Alors quels sont le rôle de ces associations en dehors d'être médiateurs? Le premier rôle des associations, c'est de faire passer la parole du public, les demandes, les besoins, et dans votre cas, la parole des personnes concernées, je dirais la parole de la base. Et c'est peut-être la grande différence entre les petites associations que vous représentez dans l'ensemble et les très grandes associations, il y a peut-être des personnes de la Ligue par exemple, qui sont... Les petites associations sont probablement plus à même de faire passer des paroles de la base, des besoins de la base, des besoins éventuellement locaux liés par exemple, je ne sais pas, à un problème d'environnement. Et je pense que l'existence de ces petites associations, c'est très important pour faire vivre une citoyenneté dynamique, ou la dynamique de la citoyenneté. Le deuxième rôle des associations, c'est un rôle de revendication et de vigilance. Alors, on pourrait se dire que c'est le rôle du politique, finalement, de faire passer la revendication et d'être, je dirais, les vigiles.
En fait, pas vraiment. De plus en plus, on voit qu'il y a un très grand nombre de personnes qui s'engagent dans des combats associatifs, alors que dans le combat politique, il y a moins de militantisme. Donc, c'est finalement là qu'il y a un rôle politique. Les associations et les personnes dans les associations ont de plus en plus un rôle politique. La troisième mission des associations, le troisième rôle des associations, la troisième fonction des associations, c'est l'innovation. Il y a un ouvrage qui vient de sortir au Québec sur l'innovation bénévole. C'est vrai que beaucoup d'idées nouvelles viennent de la base et viennent des associations et de leurs bénévoles. Alors pourquoi davantage de ce niveau-là plutôt que du niveau de l'État? On sait que l'État, c'est une grosse machine, que les institutions, ce sont des grosses machines, souvent sclérosées. Souvent, d'ailleurs, il y a des gens qui ont des idées nouvelles à l'intérieur même de l'État et qui vont le mettre plutôt en œuvre à travers des associations. Évidemment, on connaît tous des grands commis de l'État qui ont par ailleurs des associations. Alors, des associations, oui, par exemple, non, je ne vais pas citer de nom, mais il y a des personnes qui s'occupent de la lutte contre le chômage depuis très très longtemps, de Foucault pour ne pas le nommer, et qui effectivement a été commissaire au plan. Vous avez aussi un autre cas, mais si on peut nommer finalement les gens, un autre cas qui était délégué à l'économie sociale, qui était François Soulage, qui est maintenant à la tête du Secours catholique. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez un mécanisme qui fait que c'est quelquefois plus facile de travailler au sein d'une association, de faire passer des idées nouvelles au sein d'une association. Moi, j'en suis un peu le cas. J'étais à l'université depuis 1971 comme professeur, une carrière à l'université. Et par contre, c'est toujours été beaucoup plus facile depuis 1971 aussi de faire passer des idées à l'intérieur d'un centre qui était complètement privé, où on travaillait d'ailleurs Soulage, Livret et d'autres gens. C'est-à-dire qu'en fait, à l'intérieur de l'État, en tant que fonctionnaire, on n'est pas forcément très libre. Dans une association, qu'est-ce qu'on risque éventuellement de se faire tabasser par la police? Mais ça, c'est pas grave. La quatrième fonction des associations, c'est la réponse par l'action. Alors ça, c'est là où les choses ont un peu changé. Alors la réponse par l'action, dans votre cas, c'est le care, l'accompagnement, l'entraide, c'est l'action, c'est le travail finalement. Les choses ont un peu changé. Je peux vous dire de l'observatoire, de la position d'observateur où je suis depuis fort longtemps, les bénévoles font à la fois moins d'actions concrètes parce qu'il y a toujours ce danger de voler des emplois. Et en même temps, on voit poindre actuellement le danger, le problème de la réduction des budgets qui fait que l'État fait appel et va faire appel probablement aux bénévoles pour un certain nombre de fonctions. Il y a la question du transport, là, moi, que j'aborde ici, que j'ai abordé souvent. C'est vrai qu'il y a beaucoup de frais de transport de personnes qui vont vers les hôpitaux, qui vont pour un rendez-vous. Hier, j'étais dans un hôpital en visite et je vois effectivement une personne qui attendait une ambulance, elle appelait une ambulance et je lui demande où elle va, elle n'allait pas très loin et effectivement ça coûte probablement une fortune, elle allait à 2 rues. Mais en même temps, la personne était contente parce que l'État s'occupait d'elle et lui procurait une ambulance qui était en fait un taxi. C'était peut-être une occasion pour elle de se sentir un citoyen comme les autres. Il faut aussi voir les avantages et les inconvénients. Mais en même temps, si j'avais été au Québec, et je suis souvent au Québec, aux États-Unis, ce serait un bénévole qui ferait le transport. Donc, et je me dis que peut-être qu'à un moment donné, on proposera des changements à ce niveau-là. Mais alors, on voit bien qu'il y a des cascades de conséquences si ça se passe comme ça. C'est-à-dire que les chauffeurs de taxi vont se mettre en grève, que les ambulanciers vont se mettre en grève, que ça va augmenter les dépenses de chômage. Mais il y a des fonctions des bénévoles du côté des services qui, depuis 30 ou 40 ans, ont changé. Si on sort de votre secteur à vous, si on prend par exemple le secteur d'aide à domicile en milieu rural, par exemple,
quand j'ai commencé à étudier, à travailler avec l'ADMR il y a très très longtemps, les bénévoles faisaient tout, y compris nettoyer le fourneau des personnes âgées. Et maintenant, c'est des aides à domicile qui le font, et les bénévoles ne font même plus la comptabilité. Mais on peut se dire aussi que devant les problèmes financiers, il y aura peut-être un moment une réflexion politique qui dira, bon, il faut repartager les choses. Et alors pourquoi ce partage des missions et des rôles entre bénévoles et salariés? C'est parce que vous avez à disposition, entre guillemets, un certain nombre de personnes bénévoles qui sont contents d'être bénévoles. Et c'est ça un petit peu la force du bénévolat, c'est qu'on se dit que si on privait ces personnes de toutes ces possibilités de travail et d'action, on les priverait de leur utilité sociale, comme disait Terry. Donc c'est là où il y a quelque chose qui est très ambigu. À la fois, j'ai beaucoup travaillé avec le Secours populaire, qui a forcément une théorie à ce niveau-là. Travailler avec eux, réfléchir avec eux. En fait, c'est vrai qu'il faut chaque fois se dire, on pourrait mettre une personne avec un emploi, mais en même temps, qu'est-ce qu'on ferait des personnes qui ont envie d'aider les autres parce que c'est naturel et culturel dans notre société. Voilà, donc ces questions de mission des associations se heurtent à beaucoup de questions politiques. Voilà. Je veux juste aborder encore 2 points sur cette question des missions des associations. Les associations comme les vôtres, c'est-à-dire des petites associations, ont comme mission de former une force mutuelle et peut-être de soutenir un mouvement social. Parce que tout seul, on ne peut rien faire, mais des petites associations, ensemble, peuvent effectivement être des forces collectives pour lutter, par exemple, pour le droit des malades ou pour un certain nombre de grandes idées. La dernière mission des associations, mais je dirais c'est plutôt la mission de grandes associations, c'est la collecte de fonds. C'est vrai que quand on compare des grandes associations comme la Ligue ou même l'ARC et une multitude de petites associations que vous représentez, l'ARC et la Ligue ont comme force d'apporter énormément de financement et c'est peut-être plus facile dans des grandes associations que dans des petites. Je voudrais quand même raconter quelque chose qui m'a frappé. J'avais fait une conférence à Bordeaux il y a 2 ans sur la loi Leonetti. Et j'avais dit, il me semble que derrière la loi Leonetti, il y a beaucoup de bénévoles et beaucoup d'associations qui ont été là pour faire avancer les idées. Et je me suis heurtée à 2 personnes dans la salle qui disaient « Mais non, non, non ». Alors les premiers disaient que c'était les médecins qui avaient eu cette idée Et les deuxièmes disaient que c'était Monsieur Leonetti qui avait eu cette idée. Et je crois que c'est important de dire à quel point ce sont les associations et la base qui font avancer le mouvement social et les idées. Voilà. 4e et dernier point que je vais aborder, c'est un petit peu une prospective ou les missions nouvelles des associations. Finalement, encore une fois, la situation change sous les coups de boutoir de l'économie qui est un petit peu en difficulté et aussi parce qu'il me semble, alors ça c'est l'analyse que je fais et quelquefois qui est battue en brèche par d'autres personnes avec qui on me fait débattre, je pense qu'il y a beaucoup de solidarité en France, qu'il y a beaucoup d'entraide et qu'il y a beaucoup de volonté de don, d'engagement et de générosité. Et je ne dis pas ça du tout comme ça, je dis ça parce qu'on en a les traces partout. Et il y en a aussi d'ailleurs dans des endroits un peu invisibles, comme dans les quartiers et comme dans des populations, dans des groupes sociaux qui ne sont pas forcément les plus favorisés. Donc il y a la solidarité. Mais disons aussi qu'il y a des missions nouvelles que les associations sont en train de prendre et vont prendre, à côté de l'éducation nationale par exemple, des fonctions d'insertion sociale, d'insertion scolaire, d'insertion professionnelle. Et je suis frappée de voir qu'il y a des associations qui vont au secours de grandes institutions, par exemple comme l'éducation nationale, on l'a vu du côté de l'insertion sociale des jeunes. Du côté du secteur de la maladie,
Je l'ai vu arriver, je disais tout à l'heure que je travaille maintenant un peu avec la Fondation des maladies rares. J'ai répondu à un certain nombre on a répondu à un certain nombre d'appels d'offres et on rencontre des médecins qui font appel à nous dans ce secteur. Et un certain nombre de médecins et d'équipes se posent la question de l'insertion scolaire et professionnelle de leurs malades. Et c'est quand même intéressant de voir que c'est le progrès médical qui a fait que maintenant, vous avez davantage de personnes qui sont, ce qu'on peut appeler des malades chroniques ou ce que les Américains appellent des survivants, c'est-à-dire des personnes qui ont été malades mais qui ont une espérance de vie ou au moins une espérance entre deux rechutes. Et que le milieu médical et le milieu des associations se posent des questions aussi du côté de l'insertion et de l'intégration. Et là, il y a des missions nouvelles du côté des associations. La deuxième mission nouvelle, et je l'ai cité tout à l'heure, c'est-à-dire que les associations et les bénévoles sont de plus en plus amenés à prendre pied dans des actions que l'État ne peut plus ou ne veut plus financer. On peut même se dire que si on avait un changement radical de gouvernement, ce qui pourrait toujours arriver avec une droitisation et un abandon des fonctions d'État-providence, ça pourrait toujours arriver, et le milieu associatif serait quand même là comme garde-fou. On se demande d'ailleurs ce qui arriverait sans le milieu associatif. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une prospective à faire, des scénarios à construire en se disant que c'est le milieu associatif qui est là pour remplacer l'État dans des fonctions que les financements publics ne peuvent ou ne veulent plus faire. La troisième idée dans cette prospective, c'est que je suis quand même frappée de voir de cet acharnement au travail des bénévoles. 13 millions de bénévoles, c'est beaucoup. Alors tous ne sont pas des acharnés au travail. Beaucoup administrent, gèrent. Beaucoup d'hommes en particulier administrent et gèrent. Et beaucoup de femmes travaillent sur le terrain. Là, il y a une grande inégalité entre les genres. Mais que c'est comme si la crise avait encore accentué cette volonté de participer, cette volonté de s'engager d'une partie des Français. Peut-être d'ailleurs que quand on est face à la pauvreté, quand vous êtes à Paris et que vous êtes sans arrêt sollicité et que vous enjambez de plus en plus de personnes qui sont couchées sur le trottoir, en fait, vous vous sentez pas très bien et qu'une façon de vous sentir mieux, c'est peut-être de vous engager. Donc la troisième prospective, c'est de se dire un engagement. Dernier point, c'est vraiment le dernier point, c'est que je pense qu'il y a une augmentation très forte d'une intelligence collective, de ce qu'on a fait récemment, il y a une quinzaine de jours, un colloque à la Cité de la Santé sur ce que j'ai appelé l'impatience des patients, c'est-à-dire le rôle des malades en tant que formateurs, en tant qu'experts dans l'éducation thérapeutique, etc. Et qu'il y a une augmentation d'intelligence collective de la part des patients qui vient en partie du savoir que vous pouvez acquérir dans Internet et puis aussi une partie d'un mouvement social qui se fait autour de ces malades experts. Voilà, donc j'ai essayé de répondre aux questions, comment les associations peuvent contribuer à faire avancer le droit des malades et quelles sont leurs missions. Mais peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec une partie des choses, donc je suis ouverte au débat.